Et donc, alors Zazu, les yeux du roi, en quelque sorte, vient voir celui-ci, et c'est... quel est son nom déjà? Comment s'appelle le roi? Mufasa, oui, et comme vous le voyez, il a une posture très majestueuse, et donc il se tient droit et grand, et cela signifie qu'il a un taux élevé de sérotonine, parce que la sérotonine régit la posture du corps. Et donc, si vous êtes dominant et près du sommet de la hiérarchie, vous avez tendance à vous étendre pour que vous ayez l'air aussi grand que vous le pouvez. Si vous vous rabaissez, et donc si vous êtes une personne faible et non dominante, vous vous promenez ainsi, vous avez l'air minuscule et faible, et vous ne représentez une menace pour personne, mais si vous êtes au sommet, vous vous étendez pour pouvoir commander l'espace, et c'est pourquoi il a ce genre particulier de posture royale. Et si vous regardez son expression faciale, vous voyez qu'elle est assez sévère, mais il est aussi capable de gentillesse, mais il est aussi dur et critique, et c'est ce que la société est, comme c'est ce que le super-ego est. Et ce que cela signifie est qu'il a intégré son agressivité. Et j'ai vu cela se produire chez mes clients cliniques. Quand ils commencent, ils sont trop gentils, comme le regard de Simba plus tard dans le film quand il est adolescent. Il est un peu comme un cerf éclairé par les phares d'une voiture. Tout entre et rien ne sort. Mais quand la personne intègre son ombre et la partie agressive d'elle-même, intégrée à sa personnalité, leur visage se durcit. Et si vous regardez les gens, vous pouvez le remarquer, car les gens qui sont trop gentils ont un air enfantin et innocent, et ceux qui sont, disons, hyper agressifs ont un regard, vous savez, méchant et cruel, mais... Voyons si cela marche encore. Ok. Donc, mais c'est vrai, j'ai vu le visage des gens changer au cours de thérapie. Des hommes et des femmes. Et ce qui se passe, c'est qu'ils commencent à avoir l'air plus matures, et c'est plus comme s'ils jugeaient le monde en même temps qu'interagir avec celui-ci. Une fois qu'ils intègrent cette partie plus désagréable d'eux-mêmes, cela est absolument nécessaire, et cela fait partie de l'incorporation de l'ombre de Jung, ou incorporation de l'inconscient d'un point de vue freudien. Mais Mufasa ici, pas de souci. Tout cela est bien intégré. Donc, il est évidemment capable de sourire, et il est capable d'exprimer la gamme complète des expressions, mais il est quand même un personnage dur et sérieux. Et maintenant, lui, le babouin ici, qui était censé être fondamentalement juste un clown quand l'histoire a été écrite, s'est transformé en ce qui est essentiellement un chaman à travers le temps. Et ainsi, il représente le moi selon la perspective de Jung. Maintenant, le moi est tout ce que vous pourriez être à travers le temps. Donc, imaginez qu'il y a vous et il y a un potentiel à l'intérieur de vous, quoi que cela soit, vous savez. Et le potentiel est une idée intéressante car elle représente quelque chose qui n'est pas encore réel, bien que nous agissions comme si c'était réel, parce que les gens vous diront tu dois vivre à la hauteur de ton potentiel. Et ce potentiel est en partie ce que vous pourriez être si vous interagissiez avec le monde d'une manière qui vous apporterait le plus d'informations, n'est-ce pas? Parce que vous vous bâtissez grâce à cette information au sens de piéger. Mais c'est plus profond que ça aussi, parce que nous savons que si vous êtes confronté à un nouvel environnement, de nouveaux gènes sont activés dans votre système nerveux. Ils encodent alors de nouvelles protéines. Et vous êtes donc plein de potentiels biologiques qui ne se réaliseront à moins que vous vous déplaciez dans le monde dans différentes circonstances difficiles, et cela activera alors différents nouveaux circuits en vous. Donc ce n'est pas simplement que vous intégrez des informations du monde extérieur, au sens constructiviste du terme, c'est qu'en vous exposant à différents environnements, vous mettez différentes exigences physiologiques sur vous-même jusqu'au niveau génétique, et cela se traduit par de nouveaux éléments de vous révéler. Et donc, l'une des choses qui arrive aux gens, et c'est une notion culturelle très commune, est que vous devriez aller en pèlerinage à un moment donné de votre vie à un endroit central, et ce serait, disons, comme le rocher pyramidal dans Le Roi Lion. Parce que vous vous aventurez hors de votre petit village qui représente le petit vous que tout le monde connaît et qui n'est pas très étendu, et ensuite, vous allez dans un endroit sombre et dangereux, à un endroit central. Et dans ce voyage que vous faites, vous avez des aventures. Et celles-ci vous renforcent et révèlent des potentialités en vous qui vous étaient inconnus. En partie parce que vous devenez informé, ce qui signifie en formation. Cela signifie que vous devenez plus organisé à tous les niveaux d'analyse, mais il y a aussi plus de vous aussi. Et c'est donc une idée très classique. Et dans les cathédrales en Europe, en particulier à Chartres, il y a un grand labyrinthe sur le sol, un labyrinthe circulaire qui est une représentation symbolique du pèlerinage pour les personnes qui ne pouvaient pas l'entreprendre. Et c'est un énorme cercle divisé en quadrants, qui est un mandala jungien. Vous entrez dans le labyrinthe à un point donné et vous devez ensuite traverser le labyrinthe tout entier, nord, est, ouest et sud, avant d'arriver au centre. Et le centre est symbolisé par une fleur sculptée dans la pierre. C'est un peu comme ça. C'est énorme, ce labyrinthe est très large, assez grand pour pouvoir y marcher. Et c'est un pèlerinage symbolique qui vous emmène au centre. C'est le centre de la croix, parce qu'il est dans une cathédrale. Et c'est le point d'acceptation de la souffrance volontaire. C'est ce que cela veut dire. Et donc, vous marchez à travers, Jung appelle cela une circumambulation. Et vous allez donc aux quatre coins du monde pour vous trouver vous-même.
Et donc, eh bien, le moi est le babouin dans ce cas particulier. Ici, je pense, c'est un mandrill, en fait, dans cette représentation particulière. Et il vit dans l'arbre de vie. C'est un baobab dans ce cas particulier. Donc, il est l'esprit qui habite l'arbre de vie. Et il est en quelque sorte l'éternel homme sage. C'est une façon de voir cela, comme l'est le roi. Mais il est en quelque sorte un roi supérieur ou un roi extérieur dans un sens. Il est le dépositaire de la sagesse ancienne. Et le roi est la manière dont cette sagesse est actuellement mise en pratique dans le monde. Et donc, ils sont amis, et cela signifie que le roi est un bon roi, parce que s'il était un mauvais roi, il serait alors aliéné de lui-même, et cela le rendrait superficiel et unidimensionnel, et ferait de lui un mauvais dirigeant, sans aucune union avec les traditions du passé, car pour être un bon dirigeant, vous devez sauver votre père de l'au-delà et intégrer cela. Et bien sûr, c'est le thème principal de tout ce film.